de l'association. Il y a exactement 70 ans que les délégués de 50 nations réunis à San Francisco aux États-Unis conjuraient le chaos de la Deuxième Guerre mondiale en procédant à la signature de l'acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies. C'était le 26 juillet 1945. C'est ainsi que la charte consacrant l'avènement de l'ONU a été mise en place. Ce fut le point de départ d'un engagement irréversible des nations du monde pour des actions en faveur de la paix, de la sécurité, du développement durable et des droits humains. Au bout de 70 ans, c'est un nouveau départ que prend la communauté internationale en renouvelant son engagement à faire reculer les frontières de la pauvreté de par le monde. Ce 70e anniversaire survient justement en ce moment où toute la communauté internationale vient d'adopter l'agenda de développement à l'horizon 2030. Les actions des Nations Unies au Bénin sont restées en ligne avec les principales thématiques que sont la paix, le développement durable et les droits humains. Nous sommes actuellement 8 agences résidentes et 7 agences non résidentes opérant au Bénin avec une présence de plus de 300 personnes. Dans leur diversité, les agences du système des Nations Unies s'emploient à faire du Bénin l'un des pays phares dans la mise en œuvre de la réforme du secrétaire général des Nations Unies, dénommée Unis dans l'action. À cet égard, l'équipe pays travaille actuellement autour d'un programme commun, aligné sur la stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté, qui a fait l'objet de la revue annuelle avec le gouvernement très récemment. Le système des Nations Unies, par ma voix, s'engage à poursuivre et à renforcer sa coopération avec le gouvernement du Bénin dans un esprit de partenariat constructif. S'il m'était donné de faire un bilan, je dirais sans hésiter que cette présence est le signe de l'attachement du Bénin aux valeurs des Nations Unies et de l'excellence de la coopération entre l'institution et le Bénin. Je reste convaincu que le soutien habituel du système des Nations Unies ne fera pas défaut au moment où la communauté internationale a entamé une nouvelle ère d'espoir et de prospérité pour l'humanité. En cette décennie de mise en œuvre de la charte de l'ONU, la communauté internationale n'a pas connu de troisième guerre mondiale. Une prouesse qui vient s'ajouter aux nombreuses autres réalisées par l'ONU dans la lutte contre la faim, les maladies épidémiologiques au Bénin, en Afrique et dans le monde. Satisfait de ces avancées, le gouvernement béninois fait don à l'ONU d'un domaine qui abritera désormais son siège au Bénin. L'ONU qui a par ailleurs profité de la célébration de ses 70e anniversaire pour primer les journalistes qui ont pondu de meilleurs commentaires sur ses actions. Du 25 au 27 novembre prochain se tiendra la 3e édition du Salon des petites et moyennes entreprises. Et c'est en annonce à cet événement que Nadine Dako convie les hommes de médias à une séance d'échange sur la question qui relève du financement de ces PME au Bénin. Ce rendez-vous, les initiateurs le veulent réussi et déterminant dans le processus de lutte contre le chômage. Les défis qui s'imposent à nous, surtout les défis de financement de ces start-up qui n'ont pas d'expérience et qui ont besoin vraiment de la confiance des institutions bancaires, des institutions de financement pour pouvoir vraiment décoller, pour pouvoir booster le développement de notre cher pays, le Bénin. Nous avons besoin vraiment de la confiance de ces institutions-là. Et cela va réunir près de 500 PME. La participation cette année au salon est gratuite à toutes les PME, une manière pour l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises de susciter l'adhésion de tous. Le but étant de parvenir à réunir en un même endroit les institutions bancaires, les jeunes promoteurs d'entreprises et les porteurs de projets en vue de favoriser des opportunités. Aujourd'hui, après les réformes que nous observons et les entreprises qui sont créées tous azimuts, il faut accompagner ces PME-là pour éviter les mortalités. Et c'est pour cette raison que nous organisons ce salon. C'est une séance d'information, de formation de ces PME-là pour leur permettre de mieux s'auto-utiliser, de mieux produire de la richesse pour notre pays. La réussite de ce salon, un défi pour la ministre chargée de la promotion des petites et moyennes entreprises. Et pour cela, elle en appelle à la volonté de ses collaborateurs pour gagner le pari contre le sous-emploi au Bénin. Les membres du Conseil des investisseurs privés au Bénin, opérateurs économiques et autres acteurs du secteur privé, à l'école de la loi portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin.
Il s'agit d'un atelier initié par le CIPB pour en décortiquer les différents aspects. L'une des questions qui sera posée, ce sera d'avoir un peu mélangé dans la loi des choses qui finalement n'y ont pas grand-chose à y faire, comme par exemple des condamnations vraiment excessives de chefs d'entreprise qui n'auraient pas publié leur bilan à temps, ce genre de choses. Au-delà de la simple vulgarisation de cette loi, l'organisation de cet atelier s'inscrit dans le cadre de 2 chantiers, à savoir la fiscalité et la justice, dans lesquels le CIPB s'investit. Et dans cet élan, le CIPB a le soutien du ministère de la Justice, de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption et du Conseil national du patronat du Bénin. La corruption, c'est un fléau, c'est un frein pour le développement de notre pays. Et ce n'est pas des tests qui manquent dans notre pays pour lutter contre la corruption, contre des fléaux qui freinent le développement. Mais le plus difficile, c'est comment porter à la connaissance de vous, investisseurs, de la population, le contenu de ces différentes lois. Il faut donc une action commune pour combattre le phénomène et le ramener à une dimension acceptable pour la morale et surtout pour le bon fonctionnement des institutions. C'est pourquoi nous saluons et félicitons le Conseil des investisseurs privés du Bénin qui a initié cette rencontre. En le faisant, les investisseurs réunis au sein du CPIB montrent leur détermination à accompagner le gouvernement du Bénin. C'est en 2002 que le Conseil des investisseurs privés au Bénin a été mis sur pied. Un groupe qui se propose de réfléchir et de faire des propositions pour l'amélioration du climat des affaires au Bénin et la prospérité de l'économie béninoise. Les travailleurs de la Société des industries textiles, CITES, marchent à travers la ville de Lokossa. Organisée le jeudi 22 octobre 2015, la marche vient pour rappeler à l'opinion publique, notamment aux autorités, que l'entreprise est toujours sous assistance respiratoire. Une situation caractérisée par de nombreux mots que le porte-parole des manifestants a énumérés à la devanture de la préfecture des départements du Mono et du Koufo, point de chute de la marche. L'irrégularité cruelle de coton-fibre, l'instauration d'une politique commerciale non transparente, le non-versement des parts patronales et ouvrières de cotisation de la CNSS depuis 2002, privant les travailleurs en fonction des allocations familiales et ceux retraités des pensions de retraite. Le surmenage de la masse horaire mensuelle de travail à 173,33 au lieu de 160 fixés par la loi. Chère autorité, depuis 2014, ces problèmes ont été posés et on fait objet de grève. Mais juste, la négociation a démarré, ça a été encore interrompu. Est-ce que c'est du fait des travailleurs? Est-ce que c'est du fait des travailleurs? Non. Que l'on dise aujourd'hui que les travailleurs ne sont pas ouverts aux négociations, c'est un faux problème, chère autorité préfectorale et département, c'est un faux problème. Cette marche n'est qu'une nouvelle étape dans la protestation déclenchée le jeudi 15 octobre dernier par les travailleurs et dont le premier acte avait été un sit-in. Après 2 heures de sit-in observés les 15 et 16 octobre 2015, les victimes ont déclenché une grève de 3 jours par semaine avec reconduction tacite jusqu'à la résolution totale des problèmes exposés. Nous vous promettons de transmettre fidèlement à qui de droit votre motion de revendication. Ces travailleurs promettent intensifier leur mouvement de protestation dans les jours à venir si leur cri de détresse n'est pas entendu. Ils appellent toujours le président Boniaï au secours. C'est dès maintenant qu'il faut réfléchir pour gérer la campagne cotonnière 2015-2016. Cette phrase du président Boniaï lance les conciliabules sur le développement de la filière de l'or blanc. Producteurs, transporteurs, égreneurs publics et privés, presque tous les acteurs du secteur agricole sont conviés à cette séance de travail à l'allure rétrospective pour dégager les faiblesses et insuffisances afin d'améliorer le rendement. Le bilan de la campagne cotonnière 2014-2015
nous avons effectué le point et nous avons pu faire une production de près de 393 000 tonnes. Nous préparons déjà la campagne 2015-2016 et nous avisinons près de 60 000 tonnes de coton graines espérées. Nous avons parcouru un chemin, jonché des difficultés, ce qui est normal, et malgré cela, vous êtes arrivés à sortir certains résultats. Je tenais à vous remercier. Votre appui, j'ai eu l'occasion de vous connaître, d'aller dans vos champs pour me faire une idée de vos difficultés. J'ai même essayé de vous imiter, à vrai dire, pour vous dire que vous devez être tous décorés, même s'ils n'ont pas, nous nous trouvons dans l'impossibilité de vous regrouper vous tous, c'est-à-dire producteurs, toutes filières confondues. La décoration se résume dans la manifestation de l'expression de cette gratitude de la République à votre endroit. Merci à vous tous. Producteurs, transporteurs, ingénieurs, exportateurs, spécialistes de placement, etc. Pour le président de la République, seules des réformes structurelles, profondes et courageuses pourront améliorer qualitativement le rendement de la filière coton au Bénin. Une opinion que partagent sans exception tous les acteurs du secteur. Le coton n'est ni du nord, ni du sud, ni de l'est, ni de l'ouest. C'est le seul produit qui fait l'unité nationale. Ça, c'est le président qui répond qui l'a dit. Et vous avez dit tout à l'heure que, après tout ce parcours que vous avez eu à faire, vous reconnaissez vous-même que c'est ensemble que nous pouvons faire évoluer le coton. Moi, je voudrais parler donc à partir de là. Je voudrais aussi vous remercier par le fait que personne ne peut vous le dénier. Nous reconnaissons tous que sous votre emprise, nous avons une augmentation de la production cotonnière. Nous sommes aujourd'hui à 393 tonnes, 93 000 tonnes, il faut le reconnaître. Mais ce que je vous avais fait d'extraordinaire aujourd'hui, c'est pour la première fois que vous avez fait le bilan, vous avez demandé, mais alors de façon transparente, au DG Sonatra de faire le bilan de la campagne passée. Et je pense que si nous avons eu des difficultés après donc, la production du coton, c'est parce qu'aucun bilan ne se faisait. Ici, après chaque campagne, vous ordonnez donc ce genre donc, de discussion bilan où les chiffres ne sont pas cachés. Et je remercie les deux G Sonatra pour ça. Il n'a pas caché les chiffres. C'est vrai qu'il n'a pas fait la déduction, puisque quand il a fait 131 milliards en vente et qu'il a fallu des coûts de 132 milliards, je sais qu'il y a une perte. Mais c'est là pas le problème. C'est normal. Mais si on trébuche quelque part là, il faut pouvoir voir qu'est-ce qui a occasionné donc tout ceci. Alors, moi je voudrais vous dire que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire encore, c'est de prouver que les subventions aux producteurs, ces subventions sont nécessaires. On ne peut pas le nier. On est obligé de subventionner les producteurs. Je dirais même que l'augmentation des subventions que vous avez faite, c'est également un acte positif. Je crois que tout le monde a écouté ça. Et que Yahi n'est pas venu tuer le coton. Hein? Je pense bien cela. Il a dit fort et fort. Hein? Il a reconnu que le président va voir les producteurs. Il a reconnu les efforts qui ont été fournis. Je salue son courage. Mais maintenant, je pense qu'il faut... Et il a reconnu aussi
que je prolonge l'action, je crois, la vision du président Kérékou, lorsqu'il dit que le coton est une culture unificatrice qui nous unit. Pourquoi il a toujours dit il faut un partenariat, il faut tout le monde. Et c'est pourquoi j'ai condamné votre décision de vous retirer à un moment donné. Vous voyez que vous me rejoignez, vous me donnez raison aujourd'hui. Parce que ce qui appartient à la nation et qui consolide l'unité nationale, quels que soient les problèmes qui nous opposent, quels que soient les problèmes, vous ne devez pas vous retirer. Cette rencontre avec les acteurs de la filière coton restera historique en ce sens qu'elle a permis aux différentes parties, habituellement en désaccord, de se rejoindre sur des points importants. Le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique est venu présenter ses condoléances et celles de l'ensemble du personnel de sa société à la veuve Marguerite et à toute la famille de l'illustre disparu. L'homme dont il n'a cessé de vanter les qualités est le père fondateur de la société dont il a la charge aujourd'hui. Je suis venu au nom de la RB2E, la société que le général a créée, l'une des sociétés qu'il a créées, présenter les condoléances de cette société à toute la famille. La société daméenne de l'électricité d'eau, c'est lui qui l'a nationalisé en 1973. Le premier directeur général de notre papa, cher Aimé Louis Paraïso, qui a tenu cette maison-là, chemin de fer. Nous sommes les plus produits de cette maison. Que vous voyez, tout ça, c'est lui qui l'a fait. Vous avez compris? Et qui est encore séparé pour donner une autonomie à l'eau, une autonomie à l'électricité. C'est encore le général. C'est lui qui l'a fait. Le 1er janvier 2004. Le patron de la structure distributrice de l'énergie électrique au Bénin tient à rassurer également quant aux dispositions pratiques et techniques prises par la SBE pour assurer une disponibilité permanente de l'énergie électrique avant, pendant et même après les obsèques de l'homme du 26 octobre 1972. Depuis qu'on a appris le décès, nous avons repris l'éclairage de toute la maison ici. Les instructions fermes sont données pour que le départ sur lequel se trouve cette maison ne soit pas isolé, à moins que ce soit en cas de panne global au niveau de la TCM du Nigeria. Donc moi je pense que c'est une icône qui est partie. La seule chance que nous avons, c'est qu'il a laissé des écrits. On pourra publier, on pourra dire. Le directeur général de la SBE présente également ses condoléances à tout le peuple béninois et souhaite vivement que le président Mathieu Kérékou soit immortalisé. Je suis donc ici d'abord pour présenter au nom de ma famille nos sincères condoléances à la famille du président Kérékou. Mais également je suis porteur d'un message privé du sénateur américain James Inhofe, qui est un ami personnel du chef de l'État depuis plus de 20 ans, et ayant eu la triste nouvelle, il a tenu vraiment à exprimer sa compassion et son soutien à la veuve et à toute la famille Kérékou. Donc je suis porteur de ce message-là que je viens de présenter donc à la famille. Voilà quelqu'un qui m'a reçu et qui m'a aidé à réaliser mon rêve. Ce rêve, c'est quoi? C'est pour le North American University qui a été créée. Personne n'avait rêvé d'une université privée ni accepté qu'il y ait une université privée dans ce pays. N'eût été ses interventions et sa force derrière, cette université n'allait jamais voir le jour. Donc j'ai deux raisons d'être ici: pour l'épouse, pour les enfants et pour le général lui-même. Nous avons entendu le tam-tam sonner
Et nous sommes venus au pied du baobab pour avoir les nouvelles fraîches, pour informer les rois du continent africain des réalités et que l'Afrique a mal aux pieds. C'est pour cela que j'ai été dépêché par toute la royauté africaine et venu ici avec nos frères de ce pays, tous les rois de ce pays, pour venir au pied du baobab. Trop de langues ont déjà dit des choses sur lui. Il ne m'appartient pas aujourd'hui de revenir sur ce qu'il fut dans ce pays. Mais ce que je peux dire en tant que son chargé de mission, c'est ce qu'il m'a enseigné. Et c'est ça qui est important. Il m'a enseigné la sincérité dans l'amitié. Il m'a enseigné l'engagement dans le choix. Il m'a enseigné le goût du travail bien fait. Il m'a enseigné l'humilité, car m'a-t-il dit que quand on est orgueilleux, l'orgueil n'a jamais trouvé, l'orgueil a cherché sans trouver ce que l'humilité n'a pas cherché et elle a trouvé. Bien qu'étant périlleux, le périple qui a conduit les responsables du SIDOB dans les unités de Parakou, Ndali, Chikandou, Sebana et Malanville a été riche en enseignements. À toutes les étapes, les agents, appuyés de leurs responsables, ont partagé avec la délégation de Marcelin Laourou les réalités qu'ils vivent au quotidien. En dehors du problème de personnel que nous avons avec Acuité, parce que ici à Parakou, pour travailler, il nous faut du personnel, il nous faut au moins 8 à 10 agents. Nous avons aussi le problème de moyens de déplacement. On n'a pas de véhicule de service. Le poste de contrôle n'a même pas une toilette. La lumière n'hésite pas, c'est nous-mêmes qui approvisionnons le groupe, puisque le courant conventionnel vient rarement. Et à l'eau, qui n'existe pratiquement pas. À tout ceci, il faudra ajouter les problèmes liés aux primes, les affectations politiques et surtout le défaut de connexion Internet qui, de leur avis, freine la mise en œuvre des nouvelles réformes. Analysant donc les conditions de vie et de travail de tous ces éléments, Marcelin Laourou est parvenu à la conclusion que voici. Les agents des douanes qui servent dans les départements de Bogo et de l'Algérie souffrent le martyre. C'est des gens qui souffrent énormément. Vous savez, en venant, nous sommes dit que nous avons des messages à leur porter, mais quand nous sommes venus, nous sommes confrontés à des réalités, c'est, comme on le dit, une mission des moyens. Mais cette assertion n'est pas vérifiée à la douane. Je crois qu'il faut qu'on corrige tout ça. Parce qu'à un moment donné, les agents vont craquer, quelle que soit leur volonté. Le nouveau statut qui régit désormais la douane a également fait l'objet des échanges au cours de cette tournée. Bien qu'il comporte des avantages, le tout nouveau statut des disciples de Saint-Matthieu impose également des contraintes, à marteler le secrétaire général du SIDOB. Nous sommes régis désormais par le règlement militaire. Et comme tel, nous devons prendre connaissance de cette loi-là et bien nous comporter. Il y a aussi le code d'éthique et de bonne conduite. Le code d'éthique et de bonne conduite nous trace ce qu'un agent des douanes doit faire, ce qu'un agent des douanes ne doit pas faire. Et tous ces instruments-là, nous avons demandé qu'ils s'en approprient le contenu pour qu'ils soient à même de ne pas tomber dans les travers pour être sanctionnés. À noter qu'à chaque poste de douane visité, une cellule de base du SIDOB composée de 3 membres a été mise en place. Les responsables du syndicat de la douane béninoise ont pour finir exhorté leurs collègues à la veille syndicale et surtout à plus d'ardeur dans le travail afin que les caisses de l'État soient mieux renflouées que par le passé.
Ils sont arrivés à terme ce vendredi matin, les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social. Pendant 30 jours, les membres de l'institution se sont penchés sur d'importants dossiers à forte implication économique et sociale. Le projet de budget général de l'État, exercice 2016. Le dossier d'autosaisine relatif à l'approvisionnement en produits pétroliers, au développement de la filière textile et à la consommation des produits de l'artisanat au Bénin. En ce qui concerne l'examen du projet du général de l'État, exercice 2016, les éclairages donnés à notre institution par le ministre d'État avec des programmes de dénationalisation sur les grandes orientations du budget, ainsi que les réponses aux préoccupations pertinentes des hauts conseillers sur les choix économiques et sociaux du gouvernement, ont permis également aux uns et aux autres de mieux cerner le contenu du dit budget. Et dans la même dynamique, il a été organisé à Grand Popo un séminaire sur le rôle du genre dans la gouvernance locale. Celui-ci d'ailleurs a permis la participation d'un nombre considérable de conseillers communaux. Le rapport et les recommandations des dits travaux sont à soumettre à la plénière avant leur transmission à qui de droit pour leur prise en compte. C'est la deuxième séance de consultation publique en moins de 3 mois sur l'étude d'impact environnemental et social du projet d'aménagement d'un port pétrolier, minéralier et commercial en eau profonde de Semepodi. Pour répondre à la situation de saturation du port de Cotonou, le gouvernement est obligé de construire un second port sur la côte béninoise. Et le Conseil des ministres, en séance du 31 janvier 2007, a retenu la commune de Semepodi pour abriter le dit port. Une convention particulière a déjà été signée entre l'État béninois et